Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc nous sommes Céline Corpel et Corentin Billardot. Corentin remplace Clémence Voreux qui devait présenter le projet avec moi et qui est malade, qui a le Covid, donc a préféré ne pas contaminer toute l'assistance. Donc juste en deux mots, moi je suis donc au Shift depuis cet été en tant que chef de projet agriculture. Pas totalement à temps plein parce que je conserve mon autre activité qui est la direction d'une ferme. Donc je suis aussi agricultrice. Et donc je viens faire le terrain en partie dont parlait Jean-Marc. Corentin, je te laisse te présenter peut-être. Et donc Corentin Biardot, moi je suis ingénieur agronome et j'ai rejoint l'équipe du Shift récemment aussi sur ce projet agriculture. Voilà. Donc on est deux ingénieurs agro, ce qui est nouveau au Shift. Tu passes voilà. Donc le Shift a déjà travaillé un petit peu le sujet agricole il y a 2 ans dans le cadre justement du PTEF dont vient de parler Jean-Marc. Mais c'est un projet qui n'avait pas abouti à l'époque, était resté à un stade intermédiaire, un stade d'ébauche. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'approfondir la réflexion, la recherche, dans le cadre vraiment d'un grand projet sur 2023-2024, et puis je vais présenter un petit peu plus après la suite. Dans le cadre d'un grand projet biomasse, on pressent, effectivement, on a l'intuition qu'on va avoir des problèmes d'allocation de la biomasse avec tous les usages à alimenter en production végétale dans les années qui viennent, et donc le Shift réfléchira aussi à ces enjeux-là ensuite. Donc l'agriculture, je pense que tout le monde a conscience de l'ensemble des vulnérabilités auxquelles est soumis ce secteur. Évidemment le changement climatique, on est tous rassemblés ici pour ça, mais aussi la disponibilité de l'énergie, le prix, mais on peut rajouter aussi la volatilité des marchés, les questions de rentabilité économique des fermes, les problèmes de main-d'œuvre, le déficit de main-d'œuvre, de transmission des outils de production avec la moitié des fermes qui sont susceptibles de changer de main d'ici 10 ans. Et en face, des injonctions sociétales, parfois contradictoires, de produire suffisamment, de maîtriser l'impact sur l'environnement, de s'occuper du bien-être animal, de produire de l'alimentation bon marché, de s'occuper de la biodiversité, de produire de la biodiversité aussi, de produire de l'énergie, et tout ça en stockant du carbone si possible, et en gardant éventuellement aussi des capacités d'export. Donc un ensemble de défis énormes à affronter. Donc rapidement, donc, ici, nous allons nous occuper plus spécifiquement de l'agriculture, sachant qu'il y aura dans un deuxième temps, donc sur 2025-2026, un projet de recherche qui sera plus concentré sur la filière agroalimentaire et l'alimentation. On est évidemment conscient que l'ensemble est lié, mais l'idée c'est vraiment d'approfondir chaque point, d'échanger, de consulter, de concerter vraiment l'écosystème spécifique de chaque sujet. Donc là d'abord vraiment le monde agricole, pour ensuite boucler un petit peu la réflexion dans une étude finale. Alors, si on applique la double contrainte carbone, qui est le prisme de réflexion traditionnel du Shift, à l'agriculture, qu'est-ce que ça donne? L'agriculture, il faut le rappeler, ça a été un ensemble de techniques inventées par notre espèce pour assurer sa sécurité alimentaire, il faut le rappeler. Donc, se sont développées dans toutes les zones du monde plus ou moins tempérées, à la faveur d'ailleurs d'une stabilisation climatique, il y a quelques millénaires, des techniques de production qui associaient des espèces végétales, des espèces animales. L'ensemble, et qui était surtout très adapté au contexte, au bien nommé contexte pédoclimatique, c'est-à-dire un sol et un climat. Jusqu'à très tardivement dans l'histoire, ce système a fonctionné, a carburé, on peut dire, à l'énergie solaire. Le XXe siècle est venu complètement bousculer tout ça avec évidemment la découverte des énergies fossiles qui, comme dans tous les secteurs, ont complètement transformé l'agriculture en rendant donc aujourd'hui le système complètement dépendant des énergies fossiles, que ce soit pour le machinisme et les carburants du coup des outils de production, et aussi surtout pour les engrais azotés de synthèse qui sont des bébés de la Première Guerre mondiale. Hein, les guerres font faire des sauts technologiques qu'on doit endurer ensuite longtemps. Et donc voilà, ça a complètement transformé le secteur. Ça a fait exploser la productivité du secteur à l'hectare, mais aussi aux travailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous soucier de comment vous allez manger ce midi, et qu'il y a juste quelques pourcents de la population qui permet d'assurer largement la sécurité alimentaire. Donc le contexte qui est le nôtre aujourd'hui impose de
d'anticiper la contraction de l'énergie fossile et donc de réduire la consommation du secteur agricole. En termes climatiques, l'agriculture, c'est un contributeur significatif aux émissions de gaz à effet de serre, avec la particularité qu'on ne parle pas seulement de CO2, on parle aussi de protoxyde d'azote et de méthane, et avec cette particularité encore plus, qui est que ces gaz ne sont pas forcément issus de la combustion d'énergie fossile, mais qui sont aussi le résultat de process biologiques qui ne sont pas forcément maîtrisables. Et puis effectivement, le changement climatique, le secteur est évidemment éminemment vulnérable au changement climatique. Vas-y. Tu veux changer de micro? Non. Non, ok. Je suis bien là. Spécificité du secteur, en termes d'énergie, c'est qu'effectivement le secteur est totalement dépendant des fossiles, mais c'est aussi un secteur qui est susceptible de fournir de l'énergie, Jean-Marc vient d'en parler, susceptible de fournir de la biomasse pour d'autres secteurs de l'économie. Et puis en termes climatiques et en termes carbone, c'est aussi un des rares secteurs qui peut, et les techniques sont connues, et après ça demande un petit peu d'organisation et de financement, mais qui peut devenir un puits de carbone significatif quand même, en tout cas dans le contexte français. Et puis enfin, donc grand cadre général de l'agriculture, on travaille en milieu ouvert, l'activité se pratique dans les écosystèmes et on ne peut pas donc raisonner uniquement sous le prisme du carbone, on doit tenir compte aussi des enjeux de sol, d'eau et de biodiversité. Voilà, et pour en fait notre objectif collectif commun, ça devrait être donc de maximiser en fait la production de biomasse dans un contexte climatique changeant, à ressources limitées, mais pour produire le maximum de ressources pour tout un tas d'usages. Je prends la parole. Donc pour le travail du Shift, on va s'intéresser aux enjeux physiques en premier. Et donc pour ça, on a pour objectif de pouvoir, sinon quantifier, au moins se pencher sérieusement sur les enjeux en termes d'une part d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de stockage carbone, mais également les enjeux de résilience et d'adaptation au changement climatique, donc, ce qui inclut les stress hydriques, thermiques, également la question des ravageurs, etc. On souhaite aussi s'intéresser aux enjeux énergétiques, donc à la fois ce à quoi l'agriculture est dépendante, ce qu'elle consomme, mais aussi ce qu'elle peut fournir. Également s'intéresser aux ressources non renouvelables, non énergétiques, comme par exemple le phosphore, auquel l'agriculture est directement dépendante également pour assurer les rendements qu'on connaît aujourd'hui. Des enjeux également de disponibilité et de qualité des sols, avec des questions d'artificialisation qui sont très importantes aujourd'hui, d'érosion, de potentiel agronomique, de fertilité, les questions de biodiversité également. Et enfin, l'idée du projet, c'est d'avoir un bouclage global sur les questions énergie, biomasse, sol, en lien avec les autres secteurs de l'économie pour assurer la transition. Mais pour l'agriculture, pour pouvoir traiter tous ces enjeux, on est obligé de s'intéresser également aux questions d'organisation sociétale et socio-économique qu'on souhaite intégrer à la réflexion. L'idée de cette liste, c'est de s'assurer que quand on va parler de nos résultats, de nos quantifications de flux physiques, ça puisse parler également aux professionnels du secteur et qu'on n'ait rien oublié d'important qui nuirait à la crédibilité du rapport. Donc les enjeux, c'est bien évidemment les questions de sécurité alimentaire et de productivité, également les questions de géopolitique, de souveraineté alimentaire, de pouvoir observer la balance commerciale, etc. On sait que ça a beaucoup d'influence et que ça structure énormément le fonctionnement de l'agriculture française, ce qui a aussi des effets sur la viabilité économique des exploitations. Également, on souhaite s'intéresser aux questions d'attractivité et d'emploi, donc à la fois sous un angle quantitatif, mais également sous l'angle des qualifications des travailleurs agricoles de demain, et donc des questions de formation agricole aussi. Ça pose aussi des questions en termes de transmission et d'installation. Et puis, un des gros enjeux aussi qui déterminera l'agriculture de demain, c'est la place de la technologie dans la transition agricole, avec des questions d'électrification, de robotisation, etc., mais également d'évolution génétique. Et donc c'est un sujet sur lequel on souhaite tout particulièrement avoir une attention avec le Shift. Et enfin, on souhaite prendre en compte les spécificités
et les équilibres territoriaux. Une ville comme Paris a quelques jours d'autonomie alimentaire, donc il y a des gros enjeux de flux entre les régions qui sont à prendre en compte. Il y a les questions in fine, alors ça c'est peut-être un effet final du rapport, de jouer sur l'image de l'agriculture et des agriculteurs et les relations entre les agriculteurs et la société. Je continue. Donc les objectifs du projet, on l'a vu tout à l'heure, c'est de proposer un chiffrage des contraintes physiques actuelles et futures pour l'agriculture, en mettant en évidence les enjeux socio-économiques associés. Donc c'est ce qu'on a pu balayer tout de suite. L'enjeu également, qui est très fort, c'est d'établir un dialogue constructif avec les acteurs du monde agricole, premiers concernés, et qui ont tous un petit bout de levier, de capacité à agir sur le paysage agricole et ses conséquences environnementales. On souhaite proposer des trajectoires de transformation de l'agriculture qui soient cohérentes d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue organisationnel et sociétal. Produire de manière concertée et porter les messages opérationnels et robustes. Et enfin, donc, diffuser ces travaux et ces recommandations auprès des acteurs compétents. Donc l'organisation qu'on est en train de finir de mettre en place, donc, si vous êtes venus pour avoir des résultats et des solutions sur l'agriculture, il faut revenir l'année prochaine, parce qu'on n'en est qu'au début du projet. Je pense que mes petites camarades, il y en a peut-être qui vont présenter des résultats sur leur sujet, mais nous, on n'en est vraiment qu'au début du projet, et plutôt à soulever des tas de questions plutôt qu'à avoir déjà des réponses. Donc on fonctionne, donc on est l'équipe projet Shift, donc Clémence, Corentin et moi, assistés de stagiaires de bonne volonté, donc Anouk, je ne sais pas où elle est dans la salle, qui était là pour quelques mois, et d'Adrien qui démarre une thèse. Épaulé évidemment par les shifters, et en particulier le cercle thématique agriculture avec lequel on a des échanges réguliers pour profiter de cette ressource effectivement et ses compétences et en plus de leur enthousiasme sur le sujet agriculture. On est en train de constituer un collège d'agricultrices et d'agriculteurs justement pour bien asseoir le pragmatisme des solutions qu'on pourrait trouver, des trajectoires qu'on peut imaginer. 2 groupes de travail spécifiques, un sur la partie de la place qu'on souhaite laisser à la technologie dans la transition, un plus spécifiquement sur les enjeux d'emploi et de formation. Donc voilà, après, bon, le déroulé, l'analyse en elle-même, la recherche en elle-même, c'est un process classique d'analyse, de recherche, de concertation, de proposition de recommandations et ensuite de portage. Un groupe de travail aussi plus générique, petite garde rapprochée aussi et en cours de construction. Et donc en termes de calendrier, on n'en est qu'au début. Pour faire rapidement, donc l'idée c'est en gros 1 année de recherche avec un rapport final qui est prévu en novembre l'année prochaine, un rapport intermédiaire qui sera diffusé en juin et qui sera suivi comme le veut la méthode habituelle du chef, qui sera suivi d'ateliers et vraiment ouvert à toute recommandation, proposition, correction, suggestion pour finir ça. Voilà. Donc pour revenir sur la valeur ajoutée du Shift, parce qu'il y a déjà une offre assez importante de scénarios de prospective qui s'intéressent à la question agricole du futur. Et donc il s'agissait de comprendre notre plus-value, le sens de notre travail. La première, c'est de proposer une approche systémique en lien avec les autres volets du plan de transition de l'économie française. En particulier, d'approfondir les questions d'énergie dans les scénarios de transformation de l'agriculture, d'instruire également les enjeux emploi et formation dans le secteur agricole, et puis d'approfondir la place de la technologie. Donc on l'a vu avec ces 2 groupes de travail constitués sur ces volets-là. On souhaite également pouvoir parler à un public qui est peu réceptif aux discours existants sur la transition de l'agriculture. Utiliser notre réseau pour assurer une concertation massive, et là on pense en particulier aux shifters, pour pouvoir aller sur le terrain et s'intéresser à la structuration d'un groupe d'acteurs engagés sur ces questions d'agriculture et de transition agricole. Et enfin, mobiliser notre visibilité pour améliorer la qualité du débat public et contribuer à la mise à l'agenda de cette transition agricole. Sur la méthode, l'idée c'est de se fonder sur les travaux des acteurs et des réseaux existants, les valoriser autant que possible bien sûr, travailler en bonne intelligence avec ces acteurs,
afin d'assurer la cohérence, la pertinence du projet. Et puis une approche itérative, on l'a vu, qui est dans l'ADN du Shift, de se remettre en question et de faire évoluer le projet au fur et à mesure qu'on le confronte aux points de vue, aux expertises et au secteur et aux professionnels du secteur pour adapter la méthode aux objectifs. Voilà, nous vous remercions. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour quelques questions. Je ne maîtrise pas le timing. Merci. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous engager auprès des shifters. Petite pub. Alors, une petite demande, c'est quand vous intervenez, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 mots en introduction? Merci. Bonjour, Capucine Laurent, ingénieur agro qui travaille depuis une vingtaine d'années auprès des acteurs des filières agroalimentaires sur ces sujets d'adaptation et de transition. Ma principale question, c'est comment va être intégré aussi le sujet de l'adaptation au changement climatique sur ce projet. Merci. Corentin l'a cité dans les enjeux physiques, effectivement, on ne regarde pas et on ne consulte pas toutes les organisations, toutes les interprofessions uniquement sous l'angle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais vraiment de voir quelles sont les solutions d'adaptation. Donc elles sont pleinement intégrées aussi à la réflexion. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Bonjour, Arnaud Guéguin, je travaille au Shift sur le volet numérique. Et je voulais vous poser une question justement concernant la systémique. On parlait de Midos tout à l'heure et du système. Et quand on parle de système, on parle toujours du but du système, qui est l'objectif de ce système. Et je comprends que l'objectif du système agricole, vous le challengez en deuxième partie en parlant de l'agroalimentaire ensuite et pas en amont. Et je me posais la question, pourquoi justement ne pas commencer par quelle est la finalité du système agricole et comment travailler, pour ensuite travailler les sujets plus techniques que vous avez traités. Alors là, je vais répondre au nom du Shift, mais ce n'est pas moi qui ai décidé de cette structuration-là du projet. Mais en fait, il faut avoir en tête que, même si j'ai dit ça tout à l'heure, l'agriculture, ce n'est pas que de l'alimentation. Et notamment en France, où il y a quand même une grande partie des surfaces l'alimentation de la population française. Il y a une partie qui part à l'export, il y a une partie qui utilise en énergie. Il y a je pense que l'idée, c'est quand même vraiment de repartir des sols agricoles plutôt que des usages de la production agricole. Et effectivement, l'alimentation est un pavé important et la modification des assiettes, etc., les chaînes agroalimentaires ont beaucoup d'impact sur l'organisation, sur les possibilités de transformation vraiment de l'amont agricole dans les fermes. Mais le bouclage sera plutôt fait dans la deuxième partie de l'étude. Et là, c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire en France, qu'est-ce qu'on peut produire sur les sols français avec le climat qui change, avec des ressources en contraction, l'énergie, mais aussi l'eau, dont on voit bien qu'un coup on en a trop, un coup on n'en a pas assez. Ça pose des vrais soucis cet automne. On le vit, des régions entières où on ne peut pas semer les céréales d'automne, qui sont quand même la base des productions céréalières françaises. Donc vraiment essayer d'estimer, d'évaluer ce potentiel-là. Et à partir de ça, effectivement, l'alimentation de la population française, l'alimentation d'autres personnes éventuellement et d'autres usages de la biomasse, que ce soit la méthanisation, les biocarburants, etc. Le textile qui est en train de grignoter quand même des surfaces, des hectares, ça paraît anecdotique encore pour l'instant, mais ça le devient moins. Voilà. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'est prise la recherche. Et en tout cas, de ne pas restreindre aujourd'hui la production agricole à l'alimentation. Et la deuxième raison de cette segmentation d'un point de vue purement organisationnel est de traiter en deux volets. C'est parce que les ressources du Shift sont également contraintes. Et donc, pour pouvoir s'adresser à un groupe d'acteurs cohérents qui sont extrêmement diversifiés sur l'agriculture en tant que telle déjà, ça nous permet aussi d'avoir un public cible bien déterminé et bien circonscrit. Et donc, de pouvoir traiter les deux séparément, ça nous laisse aussi plus d'efficacité dans ce relationnel avec les acteurs.
Bonjour, moi je suis Emmanuelle Pirat, journaliste à CFDT Magazine. Et ma question c'est comment vous allez associer ou est-ce que vous allez associer les organisations syndicales à vos réflexions et à vos propositions? Merci. Toute contribution est la bienvenue. Donc effectivement, on ne nous a pas rencontrés, mais dans la réflexion sur le groupe de travail emploi et formation serait peut-être le bon endroit pour échanger avec vous sur ces sujets-là. C'est plutôt Clémence qui va s'occuper de cette partie-là. Donc je vous invite à nous recontacter juste après pour qu'on en parle. Mais bien sûr, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Bonjour, Christophe Bondu, contrôleur de gestion de métier. J'ai deux petites questions. La première, c'est très théorique, excusez-moi. La première, c'est est-ce qu'on est capable de modéliser, est-ce que vous êtes capable, de modéliser les capacités d'absorption de la nature sur les surfaces agricoles, surtout dans un monde changeant? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos travaux? Parce que ça me paraît complexe. Et la deuxième question, je l'ai dit toutes les deux, je sais pas, c'est une question un peu théorique dans le cadre du PTEF. Est-ce que l'absorption, justement, la capacité d'absorption du sol français, du territoire français, est capable d'absorber nos émissions résiduelles en 2050? Est-ce que ça boucle tout ça aussi? Ou est-ce qu'on compte sur l'Amazonie pour absorber toutes les émissions résiduelles qu'on aura à ce moment-là? C'est un peu la question. Vous parlez des émissions résiduelles de l'agriculture ou bien de l'économie française dans son ensemble? Ah oui, un petit peu plus ambitieux là. Donc là, pour cette question-là, je vous invite à revenir dans un an. Sans plaisanter, c'est vrai que la question de l'évaluation des puits de carbone potentiels en agriculture, elle est en elle-même un travail d'un an à faire. Voilà. Donc il y a des techniques. J'ai pas employé le mot, mais en gros, on a un petit bijou à notre disposition qui est la photosynthèse. Voilà, c'est un process biologique qui est quand même assez miraculeux, qui transforme du gaz carbonique et de l'eau en quelque chose d'organique, qui est la base des chaînes alimentaires. En faisant ça, on capture du CO2. Donc, effectivement, faire pousser des végétaux chlorophylliens, en gros, ça absorbe du carbone. Si on n'exporte pas tout pour nous nourrir des animaux, faire des biocarburants, etc., il y en a une partie qui reste au sol et c'est un bon moyen, et ça fonctionne, d'améliorer la teneur en carbone et en matière organique, donc en carbone des sols. Il y a beaucoup de débats dans la littérature scientifique entre experts sur la quantification de ce stockage. C'est en train de passer la question de non travailler le sol, ça permet de stocker plus de carbone, on en revient, en gros, c'est pas sûr. Par contre, effectivement, apporter de la biomasse, ne pas trop quand même travailler, parce qu'à chaque fois, quand même, on perturbe la séquestration, mais entre des études qui vont se concentrer sur les 30 cm des horizons supérieurs, ceux qui vont mesurer le carbone plus en profondeur, vraiment, il y a des tas de modalités et je suis d'accord, c'est pas facile de quantifier, mais il y a quand même des publications qui nous semblent être des sources quand même fiables. Et en France, avec la grande surface agricole qui nous reste encore, il faut quand même s'en réjouir, et en particulier encore des grandes cultures sur lesquelles il y a eu justement peut-être une perte de matière organique, et donc là, il y a des gains à aller chercher. Ça demande un peu des itinéraires techniques différents, ça demande de massifier les couverts végétaux, ce qui est déjà en train de se passer, mais voilà, d'aller vers ces pratiques-là. Planter des arbres avec des outils adéquats selon les contextes pédologiques aussi, mais ça restocke aussi du carbone dans les sols. Donc, c'est possible. Sortir un chiffre précis, ça va être compliqué. En tout cas, les scientifiques ne sont pas totalement d'accord entre eux. Il y a le débat aussi sur les prairies permanentes qui sont un stock de carbone aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est du carbone qui est déjà stocké. Si ce ne sont plus des prairies permanentes et qu'on remet en culture, là, c'est évident qu'on va perdre et on va réémettre du carbone. Après, elles n'ont plus forcément une capacité de stockage additionnelle énorme. Voilà. Bon, là, on peut en parler pendant 3 heures, si vous voulez, on peut se voir après, mais c'est un grand sujet. Donc, estimer, on va, je pense, réussir à trouver des fourchettes sur lesquelles les scientifiques sont d'accord. Je pense qu'on peut compenser les émissions résiduelles de l'agriculture, comme ça, avec les ordres de grandeur qu'on commence à avoir en tête. Les émissions résiduelles de toute l'économie, je ne sais plus quel est l'objectif. Jean-Marc, en millions de tonnes, je ne sais plus, mais...
Là, pour le moment, on table sur des puits de carbone qui sont, comment dire, 2 fois ce qu'on est en train de constater. Parce que dans le puits de carbone, il n'y a pas que l'agriculture, il y a la forêt aussi. Et on ne peut pas, aujourd'hui, le puits, il est dans la SNBC ou la SFEC, il est pris comme un tout global en rajoutant agriculture et forêt. Et il faut voir si l'agriculture sera aussi capable de compenser avec des puits de carbone ce qu'on va perdre sur la forêt, parce que le dépérissement des arbres, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et autant dans l'agriculture, on parle de culture annuelle. Donc il y a des techniques qui peuvent faire varier la photosynthèse de façon rapide. Autant sur les arbres, un arbre c'est quelques décennies, donc on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Voilà. Mais pour en rajouter une louche à ce que vient de dire Céline, ça sera beaucoup plus facile dans ce groupe de dire qu'est-ce qui sera mieux plutôt que moins bien. Par contre, de quantifier la différence entre les deux, c'est soumis à beaucoup d'aléas, dont notamment l'aléa climatique. Et donc ça sera probablement pas sérieux de sortir 3 chiffres significatifs, ni même 2, et peut-être même que 1, ça sera difficile. Petit point technique, il y a beaucoup de questions dans la salle, il y en a aussi dans la salle Zoom. Malheureusement, le temps passe et on doit faire des choix. Je suis désolé. Du coup, il y a encore une question de la salle et après, je vais me dépêcher d'aller trouver les questions en ligne. Je suis désolé, je sais que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui voulaient poser des questions. Bonjour, Sandrine Fedel, journaliste France 2. Est-ce que vous comptez travailler avec la FNSEA? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Tout dépend de ce que vous appelez travailler. Nous, on consulte tout l'écosystème agricole. Il se trouve que notre rendez-vous à la FNSEA a lieu jeudi, donc on ne les a pas encore rencontrés. Mais l'idée, c'est vraiment pas de partir de façon partisane et avec des préjugés sur quelques acteurs que ce soit. C'est vraiment d'intégrer, de consulter tout le monde. Donc le panel des rencontres que nous faisons actuellement est vraiment large. Toute contribution, je le répète, est la bienvenue et nous sommes assez grands pour après proposer nos propres constats et notre propre proposition de trajectoire. Oui, juste une précision là-dessus. Le Shift Project ne voit pas comme étant ses interlocuteurs premiers des corps constitués existants. Ce n'est pas ça nos interlocuteurs premiers. Ils ne nous intéressent pas vraiment ceux-là en première approche. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui ont une connaissance technique, humaine, qui ont une compétence propre qui va nous permettre de structurer notre réflexion. Et c'est une compétence propre issue de l'exercice du métier ou de la profession ou du secteur sur lequel on va travailler. Donc ce que pensent les gens, je vais le dire en mettant un peu les pieds dans le plat, en première approche, ce que pensent les gens de la FNSEA, on s'en fiche un peu. Ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéressera évidemment ensuite, c'est d'aller confronter éventuellement nos vues avec des gens qui sont dépositaires d'un mandat représentatif, mais ce n'est pas un élément d'entrée aujourd'hui dans la réflexion technique. Et ce que je vous dis pour la FNSEA est valable n'importe où ailleurs. Hein. Voilà. Pas plus dans l'économie, on va s'intéresser à ce que raconte le MEDEF quand on réfléchit sur la façon de restructurer l'économie, enfin, ou de mettre l'économie en conformité avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et l'une des raisons à cela, c'est que sans vouloir leur faire insulte, ce n'est pas un sujet de travail chez eux. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui ont techniquement beaucoup creusé la question. Les gens qui creusent la question, c'est des gens qui se trouvent ailleurs. Voilà, donc on a encore une fois, ça peut paraître déroutant de dire ça, mais on n'a jamais travaillé comme ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de leur parler, hein, c'est pas du tout ça, mais ça veut dire qu'on considère que ce n'est pas nos interlocuteurs premiers. Alors, on va prendre très brièvement 2 questions qui viennent d'en ligne. En fait, il y a plusieurs questions de la salle qui correspondaient déjà à plusieurs questions qui étaient en ligne. Il y a quelques centaines de personnes en ligne. Alors, une question, Jeanne, sinon après on déborde trop. Ok, il y a une question qui va être super brève, c'est quid de la filière bois? Et la deuxième question, c'est au-delà de l'alimentation et de la production de biomasse, la restriction d'accès au pétrole a des conséquences sur l'origine agricole des matériaux utilisés par l'industrie, le bâtiment, le textile, la chimie. Peut-on envisager d'évaluer les besoins en ressources agricoles liés à ces usages, notamment la chimie? Alors la forêt, premièrement, donc ce n'est pas dans le périmètre de notre recherche aujourd'hui. Donc, voilà, tout ce qui est filière forestière, forêt-bois, on ne s'en occupe pas. Le Shift pourra le faire dans un deuxième temps. Et oui, bien sûr, les usages en biomatériaux, ça vient concurrencer. J'ai parlé un petit peu du textile tout à l'heure. Donc il y a le chanvre, il y a le lin qui est en train de gagner beaucoup de surface. Il y a même quelques essais de coton dans le sud-ouest. Donc effectivement, concurrence sur tous les usages de la biomasse et donc allocation à définir en commun sur quelles sont les priorités.
Quelque chose à ajouter? Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Merci Céline, merci Corentin.